Elle l'avait trouvé au bord de la mort, un secret qui aurait pu embraser le désert. Isolée et hantée par le passé, elle risqua tout pour un garçon inconnu. Mais quand la vérité éclata, un choix terrible dut être fait, changeant leur destin à jamais. Une histoire de courage, de sacrifice et d'un amour improbable. Préparez-vous, car ce voyage vous tiendra en haleine du début à la fin. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre pouce bleu et dites-nous d'où vous nous suivez. À l'aube naissante, alors que le vent hésitait encore à disperser les sables du jour, la poussière rougeâtre s'annonçait déjà. Elle arriva comme un fantôme à l'horizon, une promesse de sécheresse et d'isolement qui s'épaississait à chaque instant. Fine comme du talc, elle portait le goût amer du désespoir, une saveur que Marie connaissait intimement, comme l'astringence d'un fruit sauvage qui ne mûrit jamais. La brume rouge et palpable s'infiltrait par chaque fissure de la cabane solitaire, témoignage constant de la fragilité de la vie dans ce lieu désert. Elle se déposait sur les quelques affaires de Marie, sur le bois rustique de la table, sur la couverture élimée de son lit improvisé, et plus profondément, sur son cœur. Son visage, plus marqué par les épreuves que par le nombre réel de ses années, était une carte d'intempéries, où chaque ligne racontait une histoire de perte ou d'une petite victoire contre la désolation. Elle oscillait, comme le paysage lui-même, entre la résilience d'un cactus épineux, capable de fleurir dans l'adversité la plus absolue, et la fragilité éthérée d'une fleur du désert, qui éclot un instant avant d'être consumée par le soleil. Le regard de Marie, souvent perdu dans l'immensité ocre qui s'étendait jusqu'où la vue ne portait plus, portait l'ombre persistante d'une perte ancienne, un écho d'impuissance qui était autant sa malédiction que son moteur. Il la poussait à rafistoler ce qu'elle pouvait, un morceau de cuir desséché pour ses mocassins, la fragile clôture de branches qui protégeait son petit jardin d'herbe, ou, si possible, une âme blessée qui croisait son chemin. Le conflit interne qui la rongeait jour et nuit était la peur paralysante d'échouer à nouveau, d'être témoin, une fois de plus, d'une vie s'échappant entre ses doigts, comme du sable fin. Cette culpabilité, le vent constant semblait la lui murmurer à l'oreille, une lamentation infinie qui accompagnait le hurlement des nuits froides. La solitude dans cette immensité était une ombre qui s'allongeait avec le soleil couchant, fidèle compagne de ses jours arides, une présence presque physique qui s'asseyait avec elle à son repas maigre. Le soleil, un marteau incandescent dans un ciel d'un bleu impitoyable, frappait la plaine sans trêve, transformant l'air en fournaise. C'est sous cette lumière brutale, qui aveuglait et révélait avec une égale cruauté, qu'elle le trouva. Presque fondu à la terre sèche et craquelée, une petite tache sombre contre la boue rougeâtre, se trouvait un corps, un garçon. La peau sombre, caractéristique des peuples des plaines, était fiévreuse au toucher, marquée par d'étranges pustules et une pâleur mortelle sous sa teinte naturelle. Mourant, ses yeux entr'ouverts ne fixaient rien, perdus dans un délire fébrile. L'instinct, cette force primordiale que la vie à la limite lui avait appris à respecter plus que tout conseil prudent, parla plus fort que la peur, plus fort que la prudence. La prudence était une leçon apprise à la dure, mais la compassion, ou peut-être le souvenir de sa propre douleur, fut un courant plus fort. Elle le ramassa du sol avec une délicatesse qui contrastait avec la rudesse de ses mains calleuses. Sa respiration était un souffle ténu, presque imperceptible, contre son cou. Un petit soufflet de vie qui menaçait de s'arrêter à tout moment. Elle le porta vers l'abri précaire de sa demeure, un refuge de boue et de bois qui était plus une tanière qu'une maison. À l'intérieur, l'air était moins hostile, bien qu'il portât encore l'odeur de la poussière omniprésente. Le craquement du bois sec dans la cheminée improvisée, qu'elle alluma rapidement, et l'arôme terreux des herbes qu'elle commença à faire bouillir dans une petite casserole de fer étaient les seuls sons qui brisèrent le silence pesant, outre le gémissement bas et intermittent de l'enfant. Les règles de ce monde étaient brutales et claires, chacun pour soi, et la méfiance était la monnaie courante, plus précieuse que tout or. Les quelques colons de l'avant-poste, à une journée de chevauchée éreintante en direction du soleil couchant, l'ouest, la voyaient avec un mélange inconfortable de crainte et de dédain. La femme isolée, l'ermite qui, selon les rumeurs,
conversait avec les esprits de la terre et connaissait des secrets qu'il valait mieux ne pas dévoiler. Elle savait, avec la certitude de celui qui marche sur un champ de mine, qu'abriter ce garçon était un risque immense. Une étincelle qui pourrait incendier la prairie déjà tendue des relations entre les nouveaux arrivants et les peuples autochtones, dont les terres étaient de plus en plus envahies. Mais, en regardant le petit visage tordu par la douleur, le souvenir d'une autre fièvre, d'un autre petit corps qu'elle n'avait pas pu sauver, lui serra la poitrine. Cette fois, elle esserrait, de toutes ses forces. Marie se consacra au garçon, qu'elle commença mentalement à appeler Jean, un nom qui sonnait fort et résistant comme les pierres du désert. Les premiers jours furent une bataille constante contre la mort. La fièvre allait et venait comme une marée traîtresse, laissant le petit corps épuisé et tremblant. Elle appliquait des compresses froides imbibées de tisanes rares, dont elle avait appris les secrets auprès d'une vieille guérisseuse de son propre peuple, bien avant de s'isoler. Elle forçait des bouillons légers et de l'eau fraîche entre les lèvres desséchées du garçon, murmurant des mots de réconfort dans une langue qu'il ne comprenait probablement pas, mais dont le ton transmettait une urgence douce. La cabane devint une infirmerie improvisée, imprégnée de l'odeur âcre des infusions et du silence tendu de la tente. Ce fut par un après-midi particulièrement chaud, alors que le soleil semblait décidé à cuire la terre elle-même, que Pierre apparut. Il était différent des autres colons de l'avant-poste. Un homme grand, aux larges épaules, avec des yeux de la couleur du ciel avant l'orage, généralement silencieux et observateur. Un chasseur habile, qui passait de longues périodes seul dans l'immensité, et qui, peut-être pour cette raison, comprenait un peu la solitude de Marie, bien qu'il n'ait jamais échangé plus que des salutations formelles et distantes lors des rares fois où elle allait à l'avant-poste chercher des provisions essentielles. Il s'approcha de la cabane sans bruit, suivant la trace presque imperceptible de fumée qui sortait de la cheminée grossière. Marie le vit par la fente de la porte et son cœur se glaça. Son premier instinct fut de cacher Jean, mais il était trop tard. Pierre s'arrêta à quelques pas, son regard balayant la scène avec une intensité calme. Il vit l'inquiétude sur le visage de Marie, la petite silhouette sous les couvertures. Un instant, elle s'attendit à l'accusation, à la menace. Mais il se contenta d'acquiescer, une expression indéchiffrable sur le visage. Puis, sans un mot, il détacha une outre de sa selle et la lui tendit. De l'eau fraîche, tirée d'une source que seuls les plus expérimentés connaissaient. Un geste simple mais qui, en ce lieu et à ce moment, valait plus que de l'or. Marie l'accepta, un murmure de remerciement s'échappant de ses lèvres. Il ne posa pas de questions, n'offrit pas de conseils non sollicités. Il resta simplement là un moment, ses yeux rencontrant les siens, et en eux, elle ne vit pas la condamnation, mais une sorte de respect réticent, peut-être même une compassion contenue. Ce fut le premier fil d'une toile invisible qui commençait à se tisser entre eux. Cependant, la présence de Jean ne pouvait pas rester un secret très longtemps. La fumée plus constante de la cheminée de Marie, ses absences plus prolongées lors de la cueillette d'herbes, tout était remarqué dans cet environnement où tout changement de routine engendrait des soupçons. La nouvelle que la femme isolée abritait un enfant autochtone et malade par-dessus le marché se répandit dans l'avant-poste comme une traînée de poudre. La peur, alimentée par l'ignorance et d'anciennes hostilités, grandit parmi les colons. Leur méfiance était une clôture de barbelés, invisible mais douloureusement réelle, entourant sa cabane et resserrant le siège autour de sa fragile paix. Un matin, le bruit de chevaux s'approchant fit lâcher à Marie le bol de bouillie qu'elle préparait pour Jean, qui montrait déjà de légers signes d'amélioration. C'étaient 3 hommes de l'avant-poste, menés par Marc Martin, un colon au visage dur et aux yeux froids, connu pour son aversion déclarée envers les peuples autochtones et pour sa langue affilée. Ils s'arrêtèrent devant la cabane, leurs postures agressives. Martin descendit de cheval, le ceinturon de son arme claquant. « Nous avons entendu dire que vous cachez un sauvage ici, femme, » dit-il, la voix râpeuse comme du gravier. « Un malade, apportant la peste près de nous. » Marie se posta à l'entrée, bloquant le passage de son corps. Elle sentait ses jambes trembler, mais sa voix sortit ferme. « C'est juste un enfant, et il n'apporte aucune peste. Il se remet. Nous voulons le voir, » insista Martin, faisant un pas en avant.
pour être sûr que ce n'est pas une menace. Un des autres hommes, plus jeune et nerveux, murmura quelque chose sur le risque pour leurs enfants. La peur était palpable, presque aussi dense que la poussière. Marie ne céda pas. « Il n'est une menace pour personne. Il est sous mes soins, allez-vous-en. » L'impasse dura des minutes qui semblèrent des heures. Le soleil du matin frappait fort, accentuant l'éclat hostile dans les yeux de Martin. Il grogna une menace voilée de revenir avec plus d'hommes si elle ne coopérait pas. Finalement, à contre-cœur, ils s'éloignèrent, laissant derrière eux une traînée de poussière et une tension encore plus grande dans l'air. Marie s'appuya contre la porte, le cœur battant la chamade. Elle savait que ce n'était que le début. Jean, percevant l'agitation, la regarda avec ses grands yeux sombres, maintenant plus alerte. Elle força un sourire et retourna à l'intérieur, la détermination se solidifiant dans sa poitrine. Elle le protégerait. Dans les semaines qui suivirent, Jean se rétablit lentement. Il commença à balbutier quelques mots dans la langue de Marie, et elle, avec patience, essayait d'apprendre quelque chose de son idiome par des gestes et des sons. Un lien silencieux et profond se formait entre la femme marquée par la perte et le garçon arraché à son peuple. Un de ces après-midi, alors qu'elle raccommodait une vieille besace de cuir assise dehors près de la cabane, profitant de la lumière plus douce de la fin du jour, Pierre passa de nouveau. Il venait de la direction de la rivière, portant quelques pots. Il s'arrêta à une distance respectueuse. Jean, qui était assis près de Marie, observait le nouveau venu avec une curiosité prudente. Pierre ne s'adressa pas directement au garçon, mais ses yeux se posèrent un instant sur la petite amulette en bois que Jean tenait, un oiseau grossièrement sculpté. Il sortit alors de sa besace un petit objet et l'offrit à Marie. C'était un poinçon en os fin et aiguisé, parfait pour travailler le cuir. « J'ai vu que le vôtre était cassé », dit-il simplement. Marie fut surprise. C'était un outil précieux. Elle, à son tour, se rappela d'une petite coupure qu'elle avait vue sur sa main quelques jours auparavant, quand il lui avait donné de l'eau. Elle entra dans la cabane et revint avec un petit pot d'onguent fait de graisse animale et d'herbes cicatrisantes. « Pour votre main, dit-elle en le lui tendant. » Leurs doigts se frôlèrent brièvement lorsqu'il prit le pot. Une chaleur inattendue parcourut son bras. Il remercia d'un signe de tête et un quasi-sourire adoucit ses traits rudes. L'échange fut bref, fonctionnel, mais chargé d'un sens tacite. C'était une reconnaissance mutuelle, un petit pont construit sur l'abîme de la méfiance qui séparait leur monde. L'hostilité des colons, cependant, ne diminuait pas. Marc Martin continuait d'attiser la peur, dépeignant Marie comme une traîtresse et Jean comme un danger imminent. Ses allées à l'avant-poste devinrent impossibles. Elle dépendait maintenant de ses propres talents de chasse et de cueillette et des rares et discrètes aides de Pierre qui laissait parfois un morceau de viande de chasse ou un sac de grains près de sa cabane sans jamais être vu en train de le faire. La tension montait comme un orage se formant à l'horizon, sombre et menaçant. La fragile amélioration de Jean subit un terrible revers. La fièvre revint avec fureur, plus haute qu'auparavant, et de nouvelles éruptions, sombres et enflammées, couvrirent aux appos. Il gémissait sans cesse, le petit corps secoué par de violents tremblements. Marie sentit la panique glacée lui serrer le cœur. Toutes les herbes qu'elle connaissait semblaient inutiles contre cette nouvelle attaque de la maladie. La peur d'échouer, ce vieux fantôme, revint en force, lui murmurant des mots de désespoir dans l'esprit. Elle se souvint alors d'une histoire racontée par la vieille guérisseuse, sur une racine rare appelée l'arme de lune, qui ne poussait que dans des endroits élevés et dangereux, dans les fissures des roches de plateaux lointains, et dont on disait qu'elle était un remède puissant contre les fièvres incurables et les maladies de peau. C'était une espérance lointaine, presque une légende, mais c'était la seule qui lui restait. Au même moment, des nouvelles arrivèrent, apportées par un Pierre sombre et inquiet, que Marc Martin rassemblait un groupe d'hommes. Le prétexte était une patrouille contre de prétendues attaques des autochtones. Mais Pierre suspectait que le véritable objectif était la cabane de Marie et le garçon. Le temps s'épuisait. Marie prit sa décision. Elle irait chercher la larme de lune. Pierre, en entendant son plan, fronça les sourcils. Le plateau indiqué était connu pour ses sentiers traîtres, ses falaises abruptes et la présence de pumas. « C'est trop dangereux d'y aller seul, dit-il,
la voix grave. « Je vais avec vous. » Marie hésita. Accepter son aide signifiait l'impliquer encore plus dans son problème, le mettre en danger direct avec les autres colons. Mais son regard ferme ne laissait aucune place au refus, et l'urgence de la situation de Jean surpassait toute fierté ou crainte. Ils partirent au crépuscule, laissant Jean sous l'effet d'un sédatif naturel que Marie avait préparé, espérant que le sommeil le protégerait de la pire phase de la fièvre. Le voyage sous la lune pâle était tendu. Chaque ombre semblait cacher une menace. Chaque bruit de la nuit était une alerte. Alors qu'ils montaient le sentier escarpé et glissant qui menait au sommet du plateau, une soudaine et violente tempête de poussière les frappa. Le vent hurlait comme un esprit affamé, fouettant leurs visages avec du sable et des cailloux. Ils furent forcés de chercher refuge dans une petite alcôve rocheuse, un renfoncement sombre et étroit sur le flanc de la falaise. À l'abri de la fureur du vent, le silence entre eux n'était rempli que par le rugissement de la tempête dehors et le son de leur respiration. La proximité forcée, l'obscurité et le danger partagé créèrent une intimité inattendue. Ce fut Pierre qui brisa le silence. « Je suis venu dans l'Ouest pour oublier », dit-il, la voix basse, presque un murmure. « Une guerre, une perte. J'ai cru que l'immensité me donnerait la paix, mais elle ne fait qu'écho au vide. » Marie comprit. Elle aussi portait son propre vide. « J'ai perdu ma fille », confessa-t-elle, les mots sortant avec difficulté, comme arrachés d'une vieille blessure. « Une fièvre, comme celle de Jean. Je n'ai pas pu la sauver. Depuis, cet endroit a été mon exil et ma pénitence. » Pierre ne dit rien pendant un long moment, se contentant de la regarder dans la pénombre. Et dans ses yeux, elle vit une compréhension profonde, une empathie qui transcendait les mots. La tempête dehors semblait refléter la tourmente dans leur cœur. Mais là, dans cette petite grotte, ils trouvèrent un bref moment de calme et de connexion. Quand la tempête s'apaisa, ils continuèrent l'ascension. Ils trouvèrent l'alarme de lune dans une fissure étroite, presque inaccessible. Ces petites fleurs blanches brillant fantomatiquement sous la lumière de la lune. Pierre, plus agile et fort, se risqua pour cueillir les racines. Sur le chemin du retour, l'urgence les poussait. En s'approchant de la cabane, ils virent l'éclat de torches. Le cœur de Marie se serra. Marc Martin et ses hommes étaient là. La peur, comme une bête acculée, grondait dans la poitrine de Marie. Des griffes acérées s'enfonçant dans son courage, mais la vision de Jean, sans défense, la propulsa en avant. Pierre lui tint le bras. « Attendez, réfléchissons. » Mais il n'y avait pas de temps pour réfléchir. Martin les avait déjà vus. « Regardez, la sorcière de la montagne et son complice !» cria-t-il, sa voix chargée de haine. « Nous savions que vous reviendriez. » S'ensuivit un affrontement chaotique. Martin et ses hommes, 5 en tout, avancèrent. Pierre poussa Marie derrière lui, se plaçant entre elle et les agresseurs, son couteau de chasse brillant à la lumière des torches. « Laissez-nous tranquilles, Martin. Le garçon est malade. Ce n'est pas une menace. » Mais Martin ne voulait rien entendre. Il voulait un bouc émissaire. Il voulait affirmer son pouvoir. Un des hommes tenta d'attraper Marie, qui se défendit avec le petit couteau qu'elle portait toujours, le désespoir lui donnant une force surprenante. Pierre luttait avec 2 hommes à la fois, ses mouvements rapides et précis, mais le désavantage numérique était clair. Pendant la mêlée, Martin réussit à s'approcher de la cabane, donnant un coup de pied dans la porte. Marie cria, craignant pour Jean. Distraite, un des hommes la frappa au bras avec la crosse d'un pistolet, la faisant chanceler. Pierre, la voyant en danger, pivota et renversa l'agresseur, mais cela le laissa vulnérable. Martin profita de l'occasion et s'avança vers lui avec une matraque. Marie, se remettant rapidement, se jeta devant Pierre, recevant une partie de l'impact du coup sur l'épaule. La douleur l'aveugla un instant, mais elle resta debout, protégeant Pierre, qui se reprit et désarma Martin d'un coup rapide. Les autres hommes, voyant leur chef maîtrisé et la férocité inattendue du couple, hésitèrent. La lutte cessa, laissant une trace de souffle haletant, l'odeur de sueur et de peur dans l'air. Marie et Pierre étaient côte à côte, blessés, mais fermes, protégeant l'entrée de la cabane où Jean reposait, inconscient du danger qu'il venait d'affronter.
La vulnérabilité qu'ils démontrèrent tous deux, la disposition à se protéger mutuellement, forgea un lien plus fort que l'acier entre eux. Martin, tombé au sol, les regardait avec une haine impuissante. L'aube commençait à teinter le ciel de gris et de rose, annonçant la fin d'une nuit terrible et le début d'un jour incertain. Avant que la poussière de l'affrontement ne retombe complètement, un nouveau son coupa l'air tendu du matin, le galop rythmé de nombreux chevaux. Des silhouettes imposantes, ornées de plumes et de peintures de guerre, apparurent à l'horizon, chevauchant en formation serrée en direction de la cabane. C'était le peuple de Jean. Le cœur de Marie, qui avait à peine eu le temps de se calmer, se remit à battre la chamade. Serait-il hostile? La blâmerait-il pour la disparition et la maladie du garçon? Ou verrait-il ce qu'elle avait tenté de faire? Marc Martin, toujours au sol, esquissa un sourire cruel, espérant peut-être que les nouveaux arrivants finiraient le travail qu'il avait commencé. Pierre se plaça protecteur à côté de Marie, la main cherchant instinctivement la sienne. Les guerriers s'arrêtèrent à une distance respectueuse, leurs visages stoïques et indéchiffrables. Ils étaient nombreux, peut-être 20 ou 30, et leur présence était écrasante. L'un d'eux, clairement le chef, un homme plus âgé au visage marqué par les cicatrices et la sagesse, descendit de cheval et marcha lentement vers eux. Le silence était lourd, chargé d'une attente presque insupportable. C'est alors que la petite silhouette de Jean apparut à la porte de la cabane. Encore faible, s'appuyant sur le montant mais avec les yeux brillants et alertes. En voyant les guerriers de son peuple, un mélange de joie et de surprise illumina son visage. Il dit quelque chose dans sa langue, la voix encore fragile, mais claire. Il désigna Marie, puis lui-même, et commença à parler, gesticulant, racontant son histoire de la manière qu'il pouvait. Le chef écouta attentivement, son regard fixé tantôt sur Jean, tantôt sur Marie et Pierre. Les minutes s'étirèrent. Marie sentait la sueur froide dans son dos, le poids du jugement imminent. Finalement, Jean termina de parler et regarda le chef avec attente. L'homme s'approcha de Marie. Ses yeux, sombres et perçants, l'examinèrent de la tête aux pieds. Puis, à la surprise de tous, il inclina légèrement la tête en signe de respect. Il parla dans sa langue, et Jean, avec difficulté, traduisit quelques mots pour Marie. Il dit « Merci pour avoir sauvé ma vie ». Un immense soulagement parcourut Marie, si fort que ses jambes fléchirent. Pierre la soutint discrètement. Le chef se tourna ensuite vers Martin et les hommes restants, qui observèrent la scène avec un mélange de peur et de confusion. D'un bref commandement, quelques guerriers les encerclèrent, les désarmant. Il n'y eut pas de violence, juste une efficacité froide et déterminée. Martin protesta, mais un regard du chef le fit taire. La justice, ici, serait celle du peuple des plaines. Jean alla à la rencontre de son peuple, serré dans des embrassades émues. Mais avant de partir, il courut vers Marie et l'étreignit fort. Un geste de pure gratitude enfantine qui dénoua les derniers nœuds d'angoisse dans son cœur. Elle le serra en retour, sentant les larmes couler enfin sur son visage. La peur d'échouer qui l'avait hantée si longtemps commença à se dissiper. Elle n'avait pas échoué avec Jean. Cet écho d'impuissance qui la poursuivait commença à perdre sa force. Les guerriers restèrent un certain temps, s'assurant que la menace de Martin était contenue et établissant une communication initiale avec Marie par l'intermédiaire de Jean et de gestes. Ils offrirent des cadeaux, des peaux fines, de la viande séchée, des herbes médicinales que Marie ne connaissait pas. C'était une reconnaissance, une acceptation. Avant de partir avec Jean, qui promit de revenir lui rendre visite, le chef s'approcha de Pierre. Ils échangèrent peu de mots, mais il sembla y avoir une compréhension. Quand le peuple des plaines s'en alla finalement, emmenant avec lui les hommes de Martin pour être jugés selon leurs lois, un silence différent s'installa sur la cabane. Ce n'était pas le silence de la solitude, mais celui de l'épuisement et d'une paix naissante. Pierre aida Marie à nettoyer les traces de la lutte et à soigner ses blessures. Pendant qu'elle nettoyait la coupure sur son épaule, il lui tint la main un instant. « Vous avez été courageuse, dit-il, la voix rauque. « Nous l'avons été, corrigea-t-elle, le regardant dans les yeux. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle de ce qui s'était passé se répandit dans l'avant-poste. Certains colons, les plus extrémistes,
virent Pierre comme un traître. D'autres, cependant, commencèrent à remettre en question le leadership de Martin et l'hostilité aveugle contre les autochtones. Pierre prit sa décision. Il ne retournerait pas à l'avant-poste de la même manière. Sa loyauté était désormais ici, avec Marie, avec la promesse d'un avenir différent. Il commença à aider Marie à renforcer la cabane, à construire une clôture plus solide pour son jardin. Ils travaillaient ensemble, dans une synchronisation confortable, leur conversation remplissant le silence qui n'était autrefois que le sien. Un après-midi, alors qu'il réparait le toit endommagé, il s'arrêta et la regarda. « Je pourrais rester près, dit-il, presque timidement, si vous le voulez. » Marie sourit, un sourire authentique qui illumina son visage fatigué. « Je le voudrais. » Son sacrifice, le choix de rester à ses côtés et à ceux de Jean, risquant sa propre sécurité et sa position parmi les colons, fut le saut final de leur lien. Ce n'était pas une romance de conte de fées, mais quelque chose forgé dans le feu de l'adversité, construit sur le respect mutuel, le courage partagé et une compréhension silencieuse des blessures de l'autre. La poussière rougeâtre continuait d'arriver avec le vent, mais maintenant, pour Marie, elle n'apportait pas seulement le goût amer du désespoir. Elle apportait aussi le souvenir de la résilience, de la connexion et de la possibilité de guérison. La paix nouvellement découverte était un jeune bourgeon, s'efforçant de percer la croûte durcie de cette terre et des cœurs qui y habitaient. Le soleil était toujours implacable, mais sous sa lumière, Marie ne se sentait plus si seule. Elle avait trouvé non seulement la rédemption de son passé, mais un compagnon pour affronter les jours à venir, et l'espérance, autrefois un mirage lointain, semblait maintenant une source cachée, prête à être découverte. La vie dans le désert continuerait d'être dure, pleine de défis, mais elle ne faisait plus seulement du rafistolage. Elle construisait quelque chose de nouveau, quelque chose de fort, quelque chose qui, peut-être, pourrait fleurir.